Il y a certainement des éléments dont je vais parler qui vont résonner avec ce que Serge vient de parler, dont notamment l'exemple de Raphaël Dohan que je vais aussi commenter. Les dispositifs narratifs, les agents conversationnels qui sont issus de l'IA générative relèvent du machine learning et des larges modèles de langage, comme on sait, les VML, qui ont investi tous les domaines artistiques. Donc, on en parle évidemment depuis le début du séminaire. Donc, qui multiplient les puissances du faux. Donc, je vais faire ces relations avec les puissances du faux et l'intelligence artificielle dans cette communication. Et j'aimerais rappeler donc que cette réflexion s'inscrit donc dans cette étude qui porte sur ce que nous avons appelé les arts trompeurs. Donc, Jean-Marc vient d'en parler. Donc, ces dispositifs artistiques qui relèvent de l'illusionnisme, capables de tromper le sens et les sens. Ici, on va voir que les algorithmes génératifs sont les héritiers donc d'une longue filiation intermédiaire avec les figures du simulacre et de l'automate en sollicitant les puissances du faux, une série culturelle qui traverse l'histoire. Donc, cette série culturelle se déploie depuis le riche imaginaire de la statue vivante, les mécanismes des ingénieurs d'Alexandrie, les corps-machines de Descartes, jusqu'à la robotique, la figure du cyborg, le corps de synthèse et désormais les deepfakes et les agents conversationnels de l'IA. Donc, on voit une filiation entre ces différentes formes de représentation des automates. Ici, c'est une image, je le souligne, Maxime n'est pas là aujourd'hui, mais que j'ai produit avec Maxime en lui demandant, avec un certain travail avec les prompts, de nous produire un automate. Alors, ce que vous voyez, c'est la fameuse Francine de Descartes. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous produire une représentation de la Francine de Descartes, comme vous savez, qui est l'automate imaginé par Descartes il y a bien des siècles, en fait qui a été produit avec Midjourney. Donc, on voit encore une fois le réalisme de la représentation dans cette image. Alors, l'IA générative, et on le voit, peut créer de puissants simulacres qui vont tromper à la fois le sens et les sens. Dans notre groupe de recherche arcane, en situant ces objets de recherche de façon intermédiaire, on va examiner les va-et-vient historiques entre ces simulations de dernière génération et leur filiation culturelle. Donc, ces produits de Midjourney, par exemple, qui s'associent à une filiation qui remonte à des siècles en arrière. Et dans cette lignée qui va traverser l'histoire de l'illusionnisme, les stratégies de tromperie sont pratiquées de manière volontaire et consentie pour le plus grand plaisir des spectateurs. Autrement dit, la satisfaction esthétique naît du plaisir d'être trompé. Et on verra un peu plus loin que ce n'est pas le cas de tous les usages, bien entendu, de l'intelligence artificielle. Alors, dans l'Antiquité, les ingénieurs d'Alexandrie mettaient en scène différents dispositifs d'illusion ou de tromperie afin de soutenir des régimes de croyances religieuses. Par des mécanismes savamment dissimulés à l'intérieur des statues, par exemple, les simulacres dans les temples grecs pouvaient faire croire à l'incarnation vivante du dieu dans l'artefact en suscitant un effet de présence efficace. Donc, en révélant la profondeur anthropologique de la figure du simulacre, ces figures naissent d'un désir sans cesse remédiatisé de simuler le vivant en rejouant le motif de l'incarnation. Rappelons donc que le terme automate vient du grec ancien automatos, qui signifie donc agir de sa propre volonté, étant dirigé de l'intérieur ou capable de s'animer par lui-même. C'est une machine philosophique, donc l'automate, qui hérite du problème des rapports du corps et de l'esprit, qui circule donc depuis Platon jusqu'à Descartes, puis à l'intelligence artificielle. L'automate reconduit ce fantasme millénaire de transcender la condition mortelle et prolonge le rêve d'une altérité qui se joue à travers la figure sans cesse reconduite du double, fait à l'image de l'homme. Donc, ces simulacres, et je pense que j'ai débordé un peu, ces simulacres relèvent de la magicalité, soit cette opacité étrange qui masque la médiation tout en soulignant qu'elle existe. Et ce sont des propos, et j'emprunte un peu à la réflexion de Jean-Marc Larue justement sur cette question. Et comme le disait donc l'écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke,
toute technologie suffisamment avancée ne se distingue pas de la magie. Ainsi, l'intelligence artificielle peut être considérée comme une science de l'illusion particulièrement efficace dans la lignée des pratiques artistiques et la tromperie en est une partie intégrante. À la suite de Jameson, le cinéma de science-fiction peut être conçu comme un laboratoire pour poser et penser les questions éthiques suscitées par l'automate, et notamment dans le contexte de l'IA générative, en projetant par le biais donc de récits imaginaires les craintes qu'elle suscite. Et c'est un thème qu'on retrouve de façon récurrente dans l'histoire du cinéma. Donc, si du côté du créateur, l'automate invite au fantasme d'un geste qui égale le pouvoir de la divinité, celui d'insuffler la vie à un être artificiel, du côté de la créature, l'une des figures récurrentes est celle de l'affranchissement. Le cinéma, donc, abonde de figures d'automates voulant s'affranchir de leur maître, à l'image de la figure mythique du golem dans la tradition juive ou dans le film Métropolis de Fritz Lang, dont vous voyez quelques images ici à l'écran. Donc, cette frontière séparant les deux ordres ontologiques entre l'être vivant et sa simulation artificielle a été franchie dans nombre de fictions littéraires ou cinématographiques qui multiplient les représentations de l'être artificiel et de ses transgressions. Par exemple, ce motif va s'incarner dans le film Blade Runner, alors que les réplicants, ces êtres artificiels dotés de conscience et d'intentionnalité, ne se distinguent plus des êtres humains dans leur apparence et sont condamnés à extraire des minéraux sur d'autres planètes que la Terre. Donc, cette figure de la révolte, de l'affranchissement. Dès lors, le but de la machine est de se libérer de sa servitude en menaçant en retour son créateur. Dans la série Matrix, la révolte des machines inverse leurs conditions d'esclavage en conduisant à l'asservissement des humains perdus dans une réalité virtuelle où se brûlent les corps qui les séparent de leurs créatures. Pour Jean Baudrillard, dont s'est inspiré les auteurs de Matrix, les puissances d'illusion du simulacre constituent une menace au réel, car elles se jouent sur sa frontière même en mettant en cause la différence entre l'authentique et la forgerie. Si l'IA est capable de produire des récits, elle apparaît également en tant que protagoniste dans les récits. Les motifs du transhumanisme ou du mind uploading qui prolifèrent dans le genre de science-fiction problématisent plusieurs enjeux identitaires et éthiques fondamentaux que soulève la figure de l'automate lorsqu'elle est croisée avec les recherches en intelligence artificielle, par exemple celui des manipulations de la fonction biologique et corporelle de la mémoire, confrontée à son implantation dans un être artificiel et des abus qui pourraient en résulter. La science-fiction anticipe les promesses et les utopies de l'intelligence artificielle générale, hein, donc on distingue de l'intelligence artificielle restreinte, qui est celle qu'on a aujourd'hui. Donc, cette intelligence artificielle générale qui se trouve être le saint graal de la recherche en IA, en les positionnant souvent dans des versions dystopiques qui reflètent ces craintes et ces angoisses suscitées par ces dispositifs, allant jusqu'à une anxiété existentielle pour l'humanité. Alors, je vais faire jouer un extrait du film Transcendance que vous connaissez probablement tous de Psycer. Je demande d'accueillir mon partenaire en sciences et dans la vie, le docteur Will Caster. La voie de la construction d'une intelligence artificielle passe par l'élucidation des plus grands secrets de l'univers. Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse sera supérieure à la somme de toutes les intelligences de tous les individus, de toute l'histoire du monde. Certains chercheurs appellent ça la singularité. Professeur, moi je parle de transcendance. Alors, je vais arrêter ici l'extrait. Donc, ces questions qui semblent relever effectivement de l'utopie, on sait qu'elles sont reprises de façon très concrète dans les discours de certains chantres des technosciences, hein, des GAFAM, et dont notamment Elon Musk, ou encore Kurzweil, qui a été engagé par Google pour travailler sur cette fameuse question de l'immortalité numérique, donc qui est plus qu'un fantasme pour l'esprit de certains autour de cette utopie de l'intelligence artificielle générale. Attendez un instant.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors je vais reprendre un exemple que je vous avais montré il y a quelques séances, qui montre un petit peu, dans quel état on se retrouve justement au niveau des puissances du faux à travers les deepfakes, donc l'acteur, Morgan Freeman. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Alors, je vais couper comme ça pour donner un autre extrait justement où on voit le making-of, hein, comment cette représentation a été faite à partir ce qu'on appelle un swap en anglais, donc d'un acteur réel qui prend ce rôle et qui est représenté par une image produite par intelligence artificielle. Donc, je vais faire juste un petit extrait ici. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Alors, je vais arrêter ici. Donc, on voit le processus, encore une fois, on a presque envie de dire le truc derrière cette représentation. Donc, je vais aborder une autre question maintenant qui touche justement ce qu'on a discuté tout à l'heure, cette fameuse question de la créativité et des médias génératifs, donc de l'intelligence artificielle, qui vont susciter une remise en question des processus même de la génération du sens et de la créativité, ce qu'on discutait tout à l'heure, en ramenant à l'avant-scène les questions fondamentales. Qu'est-ce que la créativité? Quel est le rôle de l'intuition dans les processus créatifs? Une machine est-elle capable d'intuition, d'innovation et d'originalité, hein, des critères de la créativité qui ont été posées notamment par Margaret Bowden dans ses études, c'est une psychologue donc anglaise qui, dans son étude de la créativité, où se contente-t-elle donc du jeu d'imitation dans la foulée du test de Turing et comment les collaborations entre humains et machines transforment-elles les méthodologies créatives? Alors, j'aimerais faire appel donc à Simon Lindgren, qui définit la combinaison humain-machine propre à l'IA comme des assemblages, soit un appareil complexe de technologies, d'humains, d'idées, d'imaginaire et de forces d'action sociale en interaction constante. Le concept d'assemblage, donc, qui emprunte également à Deleuze, permet de penser les outils technologiques comme des agents collectifs d'énonciation et d'actes des composantes hétérogènes qui sont liées ensemble. Et je renvoie aussi à la définition du récit posée par Ricoeur, comme Serge nous en a parlé tout à l'heure. Donc, l'IA n'est pas seulement une technologie, mais un système social, un assemblage humain-machine, porteur de narrativité, de subjectivité, d'idéologie et de vision du monde que reflètent les œuvres artistiques et les discours dans l'espace social. Donc, dans la créativité générative, l'humain et le non-humain partagent le pouvoir d'agir dans l'acte créatif. Ils deviennent partenaires de la création en associant leurs forces respectives. Du côté humain, donc, l'intentionnalité, le jugement esthétique, nécessaire à toute forme créative authentique, et du côté de la machine, les puissances de calcul qui vont surpasser les capacités du cerveau biologique. Donc, on se demandait quelle est la part de cette machine. Donc, le constructeur humain est ainsi augmenté d'une gigantesque base de données où sont cumulées les innombrables traces de l'imaginaire humain, ses mémoires, ses écrits, ses représentations créatives qui forment une sorte d'inconscient collectif de l'humanité tout entière et dans laquelle puisent les méthodes statistiques de l'IA.
Il s'agit donc d'une symbiose entre deux pouvoirs d'agir de nature complémentaire dans un processus interactif. Donc, les méthodologies créatives qui en découlent mettent en cause la relation entre imitation, innovation et cette notion d'originalité. Si certains prétendent que la machine est incapable par elle-même d'un acte créateur authentique, car dépourvue d'intentionnalité et de jugement esthétique, rappelons que les procédés humains de création ne se font pas ex nihilo, mais qu'ils procèdent souvent d'un long apprentissage imitatif et que certaines pratiques artistiques récentes valorisent le remixage, soit le recyclage des créations artistiques antérieures. Qu'advient-il du concept d'octorialité, soit de l'auteur dans cet assemblage humain-machine? Peut-on attribuer à une machine un droit d'auteur? En rappelant que le droit d'auteur est également une question économique qui est héritée évidemment de tous les débats qu'il y a eu autour justement de cette notion de droit d'auteur hein, qui n'est pas récente. Depuis Barthes, donc, on parle de 1967 et de Foucault, 1970, qui avait annoncé la mort de l'auteur, devenue une fonction textuelle. Ces questions prennent une toute autre dimension dans le contexte actuel de l'IAG, où on évoque une deuxième mort de l'auteur. La question de l'octorialité interroge les rôles respectifs de l'humain et de la machine dans les assemblages qu'ils composent, soit dans l'interdépendance de leurs capacités respectives, en mobilisant la question de l'intentionnalité et de la faculté de juger dans l'acte créatif. Et ici, je vous laisse quelques secondes pour peut-être prendre le temps de lire cette citation de Barthes hein, sur la mort de l'auteur. Donc, on parle de 1967. L'écriture est destruction de toute voix, toute origine. L'écriture, c'est ce neutre, ce composite, cet oblique où fuit notre sujet, le noir et blanc où vient se perdre toute identité, à commencer par celle-là même du corps qui écrit. Dès qu'un fait est raconté à des fins intransitives et non plus pour agir directement sur le réel, c'est-à-dire hors de toute fonction autre que l'exercice même du symbole, ce décrochage se produit, la voix perd son origine, l'auteur entre dans sa propre mort, l'écriture commence. Donc, on peut examiner ces questions à la lumière de la perspective théorique des nouveaux matérialistes qui traversent les sciences humaines et sociales. Un courant philosophique qui met en question l'anthropocentrisme et la place de l'humain dans l'écosystème biologique, tout comme les dichotomies entre nature et culture ou entre matière et l'esprit tel qu'on la retrouve chez Descartes. En suivant ce paradigme, l'humain n'est plus considéré comme une entité exceptionnelle dans un univers mis à sa disposition, un univers auquel il serait extérieur par sa condition même, mais il fait partie de cet univers dont il est une composante parmi d'autres qui, elles aussi, ont également et d'elles-mêmes un pouvoir agissant. Donc, selon la perspective du sommet fondateur de Dartmouth sur l'intelligence artificielle, donc tenu en 1955, la part de hasard que manifeste notre créativité ne serait pas un privilège de l'humain ou de la vie, puisqu'elle participe de cette aptitude de la matière à s'organiser spontanément. La notion de créativité ne permet plus de distinguer l'humain de la machine. Cette perspective s'oppose aux conceptions religieuses qui ont traversé l'histoire culturelle de l'Occident depuis l'époque médiévale, alors que l'acte créatif était l'apanage exclusif de Dieu. Par la suite, à partir de la période moderne, cette conception du créateur a été transférée à l'humain et s'est poursuivie dans le mythe romantique du génie créateur au 19e siècle. Alors, selon le paradigme des nouveaux matérialistes, on peut considérer le surgissement extraordinaire de la vie et de ses formes proliférantes comme un pouvoir créatif émergeant de lui-même de façon autonome dans la matérialité même. En éliminant donc l'hypothèse Dieu, il s'agit alors d'un processus créatif sans sujet qui nous renvoie à la mise en question de la notion d'auteur, donc comme Barthes et Foucault nous l'ont premièrement présenté. Donc, en se basant sur les neurosciences et le connexionnisme, le cerveau humain est une émergence venant de la matière même,
tout comme le processus créatif qui en émane. Il produit par la suite des artefacts ou des artifices de toute nature, depuis l'invention de l'outil, du langage, de l'écriture, jusqu'aux algorithmes génératifs qui induisent de nouvelles formes d'agentivité croisée. Alors, ici, je vais prendre cet exemple. Donc, Serge nous l'a présenté tout à l'heure. Je reviens avec cette présentation, comme il nous l'a très bien présenté, qui est une uchronie, hein, qui donc s'est alimentée notamment d'une filiation des automates pour créer dans Si Rome n'avait pas chuté, à partir de GPT-3, une fiction qui va exemplifier le processus créatif qui se déroule entre le concepteur humain et la machine. Donc, conçu et développé par Raphaël Dohan, cette uchronie déploie un espace latent possible autour d'une Rome antique qui aurait inventé la machine à vapeur et domestiqué l'électricité en engendrant une révolution industrielle fictive. Donc, c'est le propos qu'a travaillé Raphaël Dohan. À partir des données d'entraînement qui sont fournies par le concepteur humain, ainsi que des prompts, donc des instructions, le dispositif a imaginé une version alternative décrite dans ses moindres détails. Le récit est ponctué de témoignages fictifs, de documents, d'objets archéologiques inventés qui sont présentés dans le dispositif narratif comme des objets archéologiques d'une exposition muséale. Donc, le récit amalgame deux époques de façon inventive en reliant le foisonnement d'expérimentation technique et les premiers essais d'automatisation de l'Orient méditerranéen avec l'ère industrielle du 19e siècle, projetée de façon fictive sur l'Antiquité. L'auteur imagine les conséquences que les inventions issues des ingénieurs de l'époque auraient causées dans la société romaine antique, depuis l'évolution des systèmes politiques jusqu'à la place de la femme dans la société, en passant par les religions, les mentalités, les philosophies qui auraient été transformées par les technologies. Donc, en plus de générer les textes fictionnels basés sur une extrapolation fictive de données historiques probantes, l'IA a produit une série d'images étonnantes pour déployer un imaginaire qui vont croiser des représentations de la Rome antique, des lieux, des personnages, des artefacts et une esthétique machinique inspirée de la révolution industrielle du 19e siècle. Donc, comme Serge nous l'a dit, ces images ont été produites à partir de DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, donc, comme on le sait, qui fonctionne à partir d'instructions verbales, du résultat souhaité et d'un paramétrage. Le concepteur humain a demandé à l'IA de produire deux types d'images. La première forge de fausses photographies d'objets archéologiques imaginaires, que ce soit des statues, des fresques, des mosaïques ou des arbres. Donc, ici, des exemples justement d'armes fictives et de fresques notées comme des fresques du début du deuxième siècle au Musée archéologique national de Naples. Alors, on voit que la fiction s'introduit dans un imaginaire du musée, finalement. Donc, ces artefacts sont mis en scène par l'IA, comme dans une exposition muséale. Ils sont assortis, donc, comme vous le voyez, de fausses légendes qui indiquent leur lieu d'exposition fictif. Et le second type d'image qui a été demandé à ChatGPT compose des mises en scène de la vie quotidienne. Donc, le résultat va créer une symbiose étonnante entre l'iconographie de l'époque et les dispositifs techniques qu'aurait pu engendrer une ingénierie inspirée de l'ère industrielle. La tête de repos va se substituer à une statue antique, un citoyen romain habillé d'une toge se penche sur une machine électrique, un char est propulsé dans l'arène par un moteur électrique, les galères sont poussées de l'avant par la force de la machine à vapeur. Donc, le résultat est le produit d'un assemblage ou d'une collaboration humain-machine. Le processus créatif part d'une intentionnalité humaine, donc celle de Raphaël Dohan, exprimée sous la forme des prompts, et suivi de la réponse de l'IA à la proposition humaine. S'ensuit donc un processus itératif où le créateur humain ajuste les prompts au fur et à mesure, dépendant du résultat qu'il observe et celui qu'il souhaite obtenir. Dans l'ensemble du processus, l'expression d'une intentionnalité via les prompts et le jugement esthétique humain est nécessaire afin de guider l'IA et de déterminer quelles images générées seront retenues.
Le processus itératif alterne entre l'intervention humaine, donc processus de sélection, de paramétrage, montage des extraits choisis, et celui de la machine, donc qui va faire cette génération statistique de textes et d'images à partir de l'immense base de données des représentations humaines, en induisant dans le processus un inconscient collectif et des valeurs culturelles produites de l'homme. Les questions précises posées au modèle ainsi que les consignes sont cruciales afin d'obtenir les meilleurs résultats de ces grands modèles de langage où l'auteur humain peut demander à l'IA, par exemple, d'écrire à la façon d'un historien, d'un économiste ou encore d'un romancier, puis de détailler son propos, d'exemplifier. Les données fournies par l'humain pour le processus d'entraînement sont déterminantes. Par exemple, une lettre d'Épicure ou de Sénèque, donc a souligné Serge tout à l'heure, a permis à l'IA de générer par la suite des faux documents littéraires et philosophiques à la manière de ces documents authentiques. L'IA a imaginé, par exemple, un croisement entre Thomas Edison et Sénèque pour inventer dans son récit un mania de l'électricité fictif du nom de Magon qu'il décrit avec même détail dans le style de romancier. Selon Dohan, même s'il s'agit de recombiner de multiples sources existantes, l'IA n'agit pas comme un simple perroquet, comme on discutait tout à l'heure. Elle peut produire de la nouveauté, des idées ou des relations logiques inédites ou inventer des mythes. Ainsi, la créativité algorithmique prolonge l'esthétique du remixage, dont les matériaux sont issus de créations précédentes, ancrées dans les approches esthétiques de la postmodernité, qui, à travers le recyclage, avait déjà problématisé, bien avant l'IA, la question de l'originalité et la notion complexe d'octorialité. Donc, tout au long de l'ouvrage de Dohan, le texte fictif généré par l'intelligence artificielle est commenté par l'historien qui en fait l'analyse critique et documentée tout en exposant de façon détaillée les procédés à l'œuvre, leurs possibilités, leurs limites. Comme Dohan le souligne, l'idée à la base de l'Uchronie n'est pas si invraisemblable. Dans les temples égyptiens ou à Alexandrie, les premiers automates mécaniques pouvaient simuler la présence d'un dieu en animant une statue, par exemple. La connaissance de tels dispositifs rudimentaires nous est parvenue notamment par des documents authentiques, dont le traité des automates d'Héron d'Alexandrie, intitulé Automata, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce mathématicien et ingénieur grec a même fabriqué une machine à rendre les oracles, qui était en fait une escroquerie, ou encore des mécanismes pneumatiques servant à ouvrir automatiquement les portes des temples. Et en parlant de manifestation des divinités. René, j'en profite de ta gorgée d'eau pour te dire qu'il te reste 4 minutes. Oh là 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 là! Alors, donc, en plus des imaginaires fictionnels, donc propres aux pratiques artistiques, c'est la deuxième partie de mon intervention, donc l'IA générative suscite des rhétoriques, des imaginaires sociaux dans la sphère médiatique et dans l'espace social. Elle s'inscrit donc dans un contexte d'hypermnésie ayant institué, on le sait, une crise de la vérité où les valeurs d'authenticité, de légitimité et d'autorité sont mises à mal. Les deepfakes sont utilisés à des fins de tromperie et de manipulation pour générer des fausses nouvelles, des canulars, en faisant émerger de nouvelles formes d'exploitation qui mettent en jeu plusieurs aspects de la vie sociale. Ces falsifications algorithmiques deviennent problématiques lorsqu'elles circulent dans un écosystème socio-numérique déjà fragile où il est de plus en plus difficile donc de distinguer le vrai et le faux. Elles viennent exacerber une crise de la vérité déjà présente dans l'espace social. En d'autres termes, les deepfakes s'ajoutent à la panoplie des moyens de falsification déjà existants qui sont de plus en plus accessibles. Les rhétoriques suscitées par l'IA s'inscrivent dans une approche critique, consciente des matérialités qui sous-tendent l'IA, ainsi que ses dimensions sociales, écologiques, légales, éthiques, dans l'usage des données et de ses effets, tout comme des biais cognitifs et algorithmiques qui introduisent la subjectivité dans les processus. Ces questions sont primordiales afin de saisir non seulement l'espace de possibilités créatives qu'ouvre l'IA, mais également ses enjeux et ses risques bien inscrits dans la matérialité du monde. Donc, dans le contre-atlas de l'intelligence artificielle, Kate Crawford adopte une telle posture critique. Elle nous rappelle les matérialités sur lesquelles repose l'IA, donc, et je la cite, «
une industrie vorace en ressources naturelles, logistiques et humaines, dont les impacts environnementaux, sociaux et politiques sont considérables. L'IA véhicule nombre de biais idéologiques et discriminatoires. Elle s'inscrit dans le capital algorithmique qui renforce la toute-puissance des géants de la tech et des institutions qui l'adoptent. Elle est le reflet du pouvoir. L'analyse de Crawford met en évidence les coûts à la fois politiques, sociaux et environnementaux de l'IA. Comment penser le rapport à l'authenticité, par exemple entre le document original et ses variantes algorithmiques, alors que les procédés de simulation de plus en plus efficaces brouillent les frontières entre l'authentique et le simulé? Ces dispositifs oscillent entre factualité et fiction selon des fins créatives ou malveillantes et le cadre pragmatique de leurs usages. Donc, l'IA générative met en doute l'authenticité du texte ou d'image en posant des controverses. Elle problématise donc la notion même d'archive. Et comme il me reste peu de temps, je vais sauter l'exemple que je voulais donner du général de Gaulle pour aller à celui de Nixon, donc qui nous annonce un désastre sur la Lune. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. They also know that there is hope for mankind in their sacrifice. They will be mourned by a Mother Earth that dared send 2 of her sons into the unknown. Alors, je vais arrêter ici l'extrait pour sauver un petit peu de temps. Donc, ce deepfake a été produit par une équipe de MIT justement pour prouver de quelle façon il était si facile de manipuler des documents authentiques. Et on peut se demander donc, qu'en est-il de l'authenticité du document pour la postérité, hein? Alors qu'il devient de plus en plus difficile de différencier un authentique d'un faux, on le sait, et que les textes produits par l'IA générative vont s'amalgamer avec les textes de provenance humaine dans l'écosystème informationnel. Imaginons par exemple un tel extrait pour les historiens du futur qui tomberaient sur cet extrait. Donc, la manipulation de documents authentiques par des ajouts ou des suppressions peut déformer, on le voit, le sens du document original par des altérations du dialogue, soit par détournement du contexte original. Alors, pour donner une autre information, donc, ces extraits ont été pris d'archives authentiques de Nixon lorsqu'il a fait son discours de démission. Et donc, les auteurs ont été prendre les accents émotionnels qui étaient présents dans le discours de Nixon pour donner de la gravité aux propos de cette donc cette hallucination, on peut le dire, oui, mais cet annulage sur la Lune fictif d'un écrasement des astronautes. Alors, on voit les enjeux qui se dessinent derrière de telles manipulations. René, si possible, je vais t'inviter à conclure. Oui, tout à fait, et c'est ce que je vais faire, Gabrielle. Donc, je vais terminer ici par cette image, donc, en vous disant que si les manipulations des faits de propagande ont été très répandues dans les régimes autoritaires, hein, on sait que ce n'est pas nouveau ce phénomène, elles déstabilisent de plus en plus des démocraties. Et on pense donc aux images que vous voyez maintenant, des images qui sont, en fait, il y en a une produite par l'IAG et l'autre qui prétend être produite par l'IAG. Hein? Donc, une image qui va suggérer faussement que Taylor Swift appuie Donald Trump, donc celle qui se trouve à droite, où on voit les Swifties for Trump, donc une image produite par intelligence artificielle, et à gauche, l'affirmation de celui-ci, donc de Trump, à l'effet que les foules de Kamala Harris auraient été produites par l'IA générative et qui active ce que Chesney et Citron ont qualifié de dividende du monteur. Donc, profiter de l'environnement
où les frontières entre le vrai et le faux sont de plus en plus perméables, pour dire, ben voilà, les foules de Kamala Harris, dans l'exemple que vous voyez à gauche, eh bien, ils ont été produites par intelligence artificielle. C'est ce que Trump a prétendu. Donc, on voit que, pour conclure, si l'IA générative dans les arts trompeurs démontre les pouvoirs inventifs indéniables du simulacre, on peut imaginer comment de telles technologies peuvent falsifier les témoignages, manipuler l'histoire afin de renforcer les croyances ou de soutenir la rhétorique d'une idéologie particulière. Et on voit que les cas qu'on a examinés aujourd'hui problématisent les puissances et les limites de l'IA. Et donc, je termine par cette image qui me suit dans beaucoup de présentations. Donc, je vous laisse lire la vignette. Donc, voilà,